Robinson Crusoe. Je naquis en l'an 1632 en Angleterre. Dès mon plus jeune âge, je rêvais de naviguer. Mes parents firent tout ce qui était en leur pouvoir pour m'en dissuader. Un jour, mon père me dit: ceux qui partent à l'aventure y sont poussés soit par leur misère, soit par leurs ambitions. Tu as ici tout ce qui peut te procurer un bonheur paisible. Ta situation sociale est moyenne et c'est la plus confortable. Tu es non seulement à l'abri de la misère et des travaux pénibles dont souffrent les petits, mais aussi de l'orgueil, de l'ambition et de l'envie des grands. Une fortune médiocre apporte la tranquillité et je ferai tout pour t'aider à prospérer dans cet état. Mais si tu commets l'erreur de partir, tu te retrouveras seul et tu regretteras d'avoir méprisé mes conseils. À la fin de ce discours, qui était véritablement prophétique, mon père pleurait. Je fus si touché par son chagrin et par son amour que je résolus de ne plus penser à mes voyages. Hélas, très vite, ma passion me reprit et l'occasion d'embarquer se présenta, si bien que je décidai de m'enfuir pour éviter les remontrances paternelles. Mon premier voyage fut terrible. La tempête eut raison de notre navire et le jeune naufragé que j'étais alors eut tout loisir de se repentir de sa désobéissance et de ses vagabondages. Mais dès que je fus de nouveau sur la terre ferme, mon désir de partir fut le plus fort. Je fis donc d'autres voyages, frôlai d'autres dangers, fus fait prisonnier et emmené en esclavage, dont je ne réussis à me libérer que 2 ans plus tard. Ensuite, je vécus au Brésil où je devins un planteur prospère. J'aurais pu couler là des jours paisibles, conformes aux vœux de ma famille. Mais l'opportunité d'un voyage en Afrique détourna une fois encore, et pour longtemps, le cours de ma destinée. Je quittai donc les côtes du Brésil le 1er septembre 1659, 8 ans, jour pour jour, après mon premier embarquement. Nous n'étions pas loin de l'embouchure de l'Orénoque lorsqu'une première tempête endommagea notre vaisseau, le mettant hors d'état de joindre les côtes africaines. Après examen d'une carte marine de l'Amérique, nous résolûmes de faire voile vers la Barbade, dans l'archipel des Caraïbes. C'était la terre civilisée la plus proche de nous. Mais une seconde tempête nous écarta si loin de toute société humaine que nous n'avions d'autre alternative que de périr dans les flots ou d'être dévorés par les sauvages. Le vent soufflait avec violence et le jour commençait à paraître lorsqu'un matelot s'écria « Hey !» Mais à cet instant, le vaisseau s'échoua sur un banc de sable et les vagues le submergeaient. Nous nous attendîmes à le voir se briser et à mourir sur l'heure. Nous ne savions sur quelle terre nous avions échoué. Était-ce une île ou un continent? Était-elle habitée ou déserte? Les vents se calmèrent un peu, mais le vaisseau était trop enfoncé dans le sable pour que nous puissions espérer l'en dégager. Il ne nous restait plus qu'à tenter d'aller à terre au risque d'y périr de faim ou d'y être dévorés. Nous étions 11 dans la chaloupe, et bien que l'orage fût moins violent, la mer s'élevait encore à une hauteur considérable. Nous nous mîmes à ramer de toutes nos forces pour gagner le rivage. Tout à coup, une vague haute comme une montagne renversa notre chaloupe et nous sépara les uns des autres. Bien que bon nageur, j'eus beaucoup de mal à me sortir de la tourmente. Les vagues me jetaient sur le rivage et j'avais à peine le temps de me mettre sur pied qu'elles me reprenaient aussitôt. Je réussis enfin à m'accrocher à un rocher, puis, profitant du retrait momentané des eaux, je courais hors de leur portée. Lorsque je me vis sain et sauf, ma joie fut indescriptible. Hélas, mes compagnons avaient péri noyés, et je ne revis jamais aucun d'eux. J'étais trempé, épuisé, je n'avais rien à manger et à boire, et j'étais surtout inquiet de n'avoir aucune arme pour chasser ou pour me défendre contre les bêtes féroces
ou contre les sauvages. Le soir tombait et mes angoisses augmentaient. Je m'éloignai un peu du rivage et j'eus le bonheur de trouver un point d'eau douce pour me désaltérer. Avant que l'obscurité ne fût totale, il me fallait m'abriter des bêtes. Je grimpai donc sur un arbre et m'installai le plus confortablement possible. Comme j'étais épuisé, je tombais dans un profond sommeil. Il faisait grand jour lorsque je m'éveillai. Le temps était clair, la tempête dissipée, et la mer aussi calme qu'elle avait été agitée la veille. La marée haute avait dégagé le vaisseau du banc de sable, et il avait dérivé pendant la nuit jusqu'au rocher, où je m'étais accroché désespérément, et où il paraissait maintenant reposer sur sa quille. Je décidai d'aller y prendre tout ce que je pourrais trouver pour ma survie. Les provisions étaient intactes, et je m'empressais de manger quelques biscuits, tout en fabriquant un radeau pour amener à terre mon butin. J'y mis d'abord toutes les planches que je pouvais trouver, puis 3 coffres de matelot que je remplis de nourriture. J'avais besoin d'outils pour travailler quand je serais à terre. Je trouvai enfin le coffre du charpentier. Ce fut pour moi un trésor bien plus précieux que ne l'aurait été un vaisseau chargé d'or. La chose que je désirais le plus ensuite, c'était des armes et des munitions. Je trouvais des fusils, des pistolets, de la poudre et du plomb. Nous avions dans le vaisseau 2 chats et un chien. Je les emmenai également. Ils furent pour moi de bons camarades. Il me fallait maintenant reconnaître le pays. Il y avait non loin de là une montagne très haute qui semblait en dominer plusieurs autres. Muni d'un fusil et d'un pistolet, j'en fis l'ascension. Parvenu au sommet, épuisé et en sueur, je vis combien ma destinée était déplorable. J'étais sur une île, sans pouvoir découvrir d'autres terres que plusieurs rochers fort éloignés, et vers l'ouest, 2 îles beaucoup plus petites que celle où je me trouvais. Mon île semblait inhabitée et inculte. Je ne vis aucune bête féroce, mais une multitude d'oiseaux dont je ne connaissais pas l'espèce. Je passai le reste du jour à décharger mon radeau, et lorsque la nuit tomba, je me fis une espèce de hutte en me barricadant du mieux que je pus avec mes coffres et mes planches. Je savais que la prochaine tempête mettrait le vaisseau en miettes. Aussi, je consacrai les jours suivants à en ramener tout ce qui pourrait m'être utile. Voiles, cordages, haches, pierres à aiguiser, d'autres armes et munitions, un matelas et quelques couvertures. Au 13e jour, j'avais enlevé tout ce qu'une personne seule était capable d'emporter lorsqu'un orage se mit à gronder, me bloquant dans la tente que j'avais montée. Le lendemain matin, le vaisseau avait disparu, et je n'y pensais pas. Pour ne pas perdre la notion du temps, j'érigeai près du rivage un grand poteau carré sur lequel je traçai d'abord cette inscription. J'abordais ici le 30 septembre 1659. Sur les côtés de ce poteau, je me fis un calendrier, traçant avec soin les jours, les semaines, puis les mois et les années. Je choisis pour ma résidence un lieu qui réunit plusieurs avantages. J'avais besoin d'eau douce. Je devais être à l'abri du soleil et des agressions d'hommes ou de bêtes. Puis enfin, je devais avoir vue sur la mer pour le cas où passerait un vaisseau qui pourrait me délivrer. C'était une petite plaine située au pied d'une colline rocheuse, dont le front était raide et sans talus, comme la façade d'une maison, si bien que rien ne pouvait venir à moi de haut en bas. Sur le devant de ce rocher, il y avait un enfoncement qui ressemblait à une entrée, mais il n'y avait pas de caverne. La plaine formait devant mon habitation un tapis vert qui descendait régulièrement vers la mer. Elle était au nord-nord-ouest de la colline, donc à l'abri de la chaleur. Je bâtis une palissade haute et solide, en demi-cercle, autour de l'enfoncement du rocher. Ce travail me prit presque 1 an, car je n'avais pas tous les outils indispensables, ni rien pour m'aider à transporter les pieux que je façonnais. Je ne pratiquais dans cet enclos aucune ouverture.
L'accès se faisait par une échelle que je récupérais ensuite à l'intérieur de ma forteresse. Ainsi, lorsque j'eus terminé mon ouvrage, je pus enfin dormir en toute sécurité. Après cela, je me mis à creuser l'enfoncement du rocher derrière ma tente pour me faire une caverne dans laquelle je pus conserver toutes mes richesses. Pendant toute la durée de ces travaux, je sortais au moins une fois par jour, soit pour chasser, soit pour reconnaître les productions de l'île. J'eus ainsi la joie de trouver des boucs et des chèvres qui devinrent l'essentiel de mes repas. Plus tard, je découvris également des tortues qui firent mon régal et des pigeons auxquels je volais les œufs. Insensiblement, je m'accoutumais à mon sort. Je perdais l'habitude de regarder la mer pour voir si je ne découvrirais pas un vaisseau, et je chassais mes sombres pensées pour consacrer mon temps à me procurer tous les adoucissements possibles dans ce genre de vie. J'avais trouvé dans un coffre ramené du vaisseau des plumes, de l'encre, du papier, ainsi qu'une lunette d'approche et une pipe. Je décidai donc d'écrire tout ce qu'il m'advenait dans les moindres détails. Les paroles de la Bible que je lisais matin et soir me furent aussi d'un soutien précieux. Je sentis naître en mon cœur un repentir profond et sincère de ma vie passée, et pensées se dirigèrent vers Dieu, et j'éprouvais des consolations intérieures qui m'avaient été jusqu'alors inconnues. Avec une hache et un rabot, je me fabriquai une table, une chaise et des étagères. Pour avoir une seule planche, il me fallait couper un arbre entier et le tailler des deux côtés jusqu'à le rendre suffisamment mince pour l'aplanir ensuite avec mon rabot. C'était un travail infini, mais il y avait d'autres remèdes que la patience. J'avais vidé au pied d'un rocher un sac qui avait autrefois contenu du grain pour la volaille et dans lequel je ne voyais plus que de la poussière. C'était la saison des pluies, et j'eus la surprise de découvrir quelques semaines plus tard 10 ou 12 épis d'orge d'une qualité parfaite, mêlés à quelques tiges de riz. Ce fut pour moi une bénédiction. J'en recueillis soigneusement le grain et décidai de le cultiver dans l'espoir de faire du pain. Ma première tentative se solda par un échec. Je n'avais pas choisi la bonne saison pour semer. Heureusement, je n'avais pas utilisé tout le grain et mon deuxième essai fut un succès. Mais encore fallait-il pouvoir fabriquer du pain. J'y réfléchis longtemps et eus beaucoup de difficultés. Je devais trouver comment piler le grain, puis fabriquer des plats qui supportent la chaleur du four. Et ensuite, bien sûr, il fallait un four. Je dus travailler pendant 4 années avant de parvenir à mon but. Au fil des ans, j'apprenais à connaître chaque parcelle de mon île et à en découvrir ses richesses. Ainsi, je trouvais du raisin, des melons, des citrons et du tabac vert. Le lieu où poussait cette végétation était d'une telle beauté que je m'y construisis une seconde forteresse. C'était en quelque sorte ma maison de campagne, et j'y couchais quelquefois 2 ou 3 nuits consécutives. Au cours de mes expéditions, je découvris les beautés d'une autre partie de l'île. Il y avait là beaucoup de perroquets, et je réussis à en attraper un. Je voulais m'en faire un compagnon et lui apprendre à parler. De cette côte, je pus voir distinctement une terre au loin, mais je ne pouvais dire si c'était une île ou un continent. Tout ce que je savais, c'est qu'elle était dans l'Amérique et qu'elle devait toucher aux pays espagnols, mais comme je n'avais jamais vu de vaisseau s'en approcher, j'en concluais que ce devait être le territoire de sauvages cruels et anthropophages qui massacrent et dévorent tous ceux qui tombent entre leurs mains. Cela faisait 2 ans que j'étais arrivé, et je n'entrevoyais pas ma délivrance. Pourtant, je rendis grâce à Dieu de m'avoir épargné et d'avoir accordé à ma solitude des adoucissements sans lesquels elle m'aurait été insupportable. Je reconnus que la vie que je menais était moins déplorable que celle que j'avais menée dans la société des hommes. Mes chagrins et mes joies avaient changé. J'avais d'autres désirs et d'autres bonheurs.
J'étais rarement oisif, et je peux dire que je travaillais alors pour ma survie. Chaque action demandait beaucoup de peine, de réflexion et de patience. Tout en travaillant, je m'amusais à parler à mon perroquet. Il réussit tout d'abord à répéter son nom et son surnom. Perroquet, mignon. Ce furent les premiers mots que j'entendis prononcer dans l'île par une autre bouche que la mienne. Cet oiseau devenait pour moi un compagnon fort agréable. Au fil des mois, mes pensées revenaient souvent sur la terre que j'avais aperçue de l'autre côté de l'île. J'avais beau me dire qu'elle était probablement peuplée de cannibales, j'avais de plus en plus envie de tenter d'atteindre le continent par ce biais. Je décidai de creuser un canot dans le tronc d'un arbre. 5 mois me furent nécessaires pour obtenir une embarcation plus que suffisante pour ma cargaison et moi. Hélas, malgré toutes mes tentatives, je ne réussis pas à le mettre à flot, et c'est avec beaucoup de chagrin que je dus renoncer à mon expédition. Ma 5e année sur l'île débutait alors. Je dus arrêter l'écriture de mon journal, car je n'avais plus d'encre et aucun moyen d'en faire. Mes vêtements tombaient en lambeaux, et je m'en confectionnais avec des peaux de bête. Durant les 5 années qui suivirent, ma principale occupation, outre celle de cultiver mon orge et mon riz et d'aller à la chasse, fut de fabriquer un nouveau canot. Je l'achevai, et en creusant un canal profond de 6 pieds et large de 4, je l'amenai dans ma baie. Mais je dus reconnaître qu'il n'était pas assez grand pour le voyage que je désirais entreprendre. J'abandonnai donc mon projet, mais résolus au moins de m'en servir pour faire le tour de l'île. Je le dotai d'une voile et commençai par quelques balades dans la baie. Puis je le chargeai de provisions et entrepris le tour complet. C'était un 6 novembre et la 6e année de mon exil. J'étais arrivé à la pointe d'un rocher et me trouvais dans une mer très profonde. Je n'étais guère éloigné de la terre que de la longueur de mon canot. Malgré cela, le courant l'emporta avec une telle violence qu'il me fut impossible de le maintenir près du rivage. Il n'y avait pas la moindre bise pour me seconder, et très vite, je me retrouvais si loin de mon île que c'est à peine si je pouvais l'apercevoir. Je me croyais perdu et me désespérais lorsqu'un vent favorable se leva. Il me fallait agir vite, car j'avais oublié mon compas de mer et je ne pouvais regagner l'île qu'à la vue. J'aperçus, par la limpidité de l'eau, que le courant avait changé. Je manœuvrai mon canot avec un empressement indescriptible et réussis, non sans mal, à regagner la terre. Je me jetai à genoux, je remerciai Dieu et résolus de ne plus prendre autant de risques pour me sauver. Après cet incident, je menai une vie calme pendant plus d'1 an et ne rêvais plus d'aventures maritimes. Je me perfectionnais dans les travaux mécaniques ainsi que dans ceux de la poterie et de la vannerie. Comme mes munitions commençaient à diminuer et que je craignais de ne plus pouvoir chasser, je construisis un enclos et fis avec succès un élevage de chèvres. J'étais le roi et le seigneur de toute l'île. Dans ma forteresse, que je nommais alors mon château, je dînais merveilleusement sous le regard de ma cour. Mon perroquet, qui parlait de mieux en mieux, mon chien et mes 2 chats. Je faisais un peu de canot dans la baie, j'étais heureux et je remerciais la Providence. Un jour, je découvris très distinctement sur le sable les marques d'un pied nu. Je fus saisi d'une frayeur extrême et m'arrêtai net, aux aguets. Je regardai autour de moi, mais je ne vis ni n'entendis rien. Je montai sur une petite éminence pour regarder au loin, puis j'allai au rivage, mais je n'aperçus rien de plus, ni aucune autre trace humaine. Je retournai observer l'empreinte. Il était clair que c'était celle d'un pied humain, et que ce pied était plus large que le mien. Terrorisé, je m'enfuis vers ma forteresse en regardant derrière moi à chaque pas. Il ne pouvait s'agir que de sauvages qui, soit habitaient l'île, soit avaient été portés là avec leur embarcation par les vents ou les courants, et en étaient repartis.
Mais je craignais que mon canot ne fût trouvé. Ils reviendraient alors, en plus grand nombre, et même si je parvenais à me cacher, ils détruiraient mes cultures, voleraient mon troupeau, et me réduiraient à la famine. Dès lors, je ne connus plus de repos. Après 3 jours et 3 nuits sans dormir ni sortir de ma forteresse, il me fallut pourtant retourner à mes occupations. Je ne m'y hasardais pas sans la plus grande appréhension, et j'étais aux aguets du moindre bruit. Je décidai de construire un second rempart autour de ma forteresse, et ce travail me prit plusieurs mois. Ensuite, en une seule année, je plantai plus de 20 000 jeunes pousses dans un grand espace de terre hors du rempart. 2 ans plus tard, ils formaient déjà un bocage épais, et au bout de 6 ans, j'avais devant ma demeure une forêt d'une telle épaisseur et d'une si grande force qu'elle était absolument impénétrable. Entre-temps, je pris soin de protéger également mon troupeau en le divisant dans 2 ou 3 enclos bien choisis. La seule trace d'un homme m'avait coûté tout ce travail, et il y avait déjà 2 ans que je vivais dans des transes mortelles. Le spectacle que je découvris au cours d'une de mes expéditions me remplit de révolte et d'horreur. La plage était parsemée de crânes, de mains, de pieds et d'autres ossements humains. Près de là, il y avait également les restes d'un feu. Je compris alors qu'après quelques combats entre les canots de différentes peuplades, les vainqueurs menaient leurs prisonniers sur mon rivage pour les tuer et les manger. Je retournai vivement vers ma demeure en remerciant Dieu de m'avoir fait naître dans un monde civilisé. Je ressentais une telle horreur pour cette atroce coutume que je devins sombre et me cantonnai à mon seul domaine, c'est-à-dire mon château, ma maison de campagne et l'enclos de mes bêtes. Puis, au fil des ans, persuadé que les sauvages n'abordaient l'île que pour y faire leur macabre festin et que je ne risquais rien tant que je ne me ferais pas découvrir, je repris peu à peu ma vie ordinaire, en ayant garde toutefois de m'armer jusqu'aux dents lors de mes expéditions. Une idée m'obséda cependant. Je voulais massacrer les sauvages pour les punir de leur barbarie. Et j'inventai 1000 pièges, me mis en embuscade au sommet d'une colline pendant plus de 2 mois, sans voir la moindre barque. Cela me donna le temps de réfléchir aux crimes que j'allais commettre à mon tour. Quel droit avais-je de m'ériger en juge et en bourreau? Il était certain que ces peuplades n'avaient ni conscience de leurs crimes, ni l'intention de braver la justice divine, qu'ils ignoraient. Mes réflexions m'amenèrent à conclure que j'étais injuste, et qu'il fallait attendre pour attaquer que les sauvages eussent commencé les hostilités. Cette décision, en outre, était la plus raisonnable pour ma survie. Il aurait suffi que j'en laisse échapper un seul pour qu'il revienne sur mon île avec tout son peuple, afin de venger ses compatriotes. Je restai donc à l'écart, ne sortant que pour m'acquitter de mes devoirs, plus préoccupé de survivre que de vivre agréablement, n'osant plus tirer un seul coup de fusil, et me cachant dans une caverne appropriée pour faire du feu. J'étais alors dans la 23e année de ma résidence sur l'île, lorsque, sorti peu avant le lever du soleil pour cultiver mon champ, je fus surpris par une lumière sur le rivage du côté de mon habitation. Je pris ma lunette et montai sur le haut du rocher. 9 sauvages étaient autour d'un feu destiné à leur horrible festin. Ils se divertissaient par des danses et des gesticulations étranges. Lorsqu'ils quittèrent l'île, je descendis sur le rivage et revis les traces de leur atroce coutume. Je retombai dans de sombres pensées et mes idées meurtrières me reprirent.
15 mois s'écoulèrent encore sans le moindre incident. Par une nuit de tempête effrayante, je fus surpris par un bruit semblable à celui d'un coup de canon tiré en mer. En une seconde, j'étais en haut du rocher. Un éclat de lumière suivi d'un second coup de canon me confirma qu'il devait s'agir d'un vaisseau en péril qui, naviguant avec un autre bâtiment, lui demandait assistance. Si j'étais incapable de lui porter secours, lui pouvait peut-être m'en donner. Je fis aussitôt un grand feu de bois, qu'ils virent sans doute, car j'entendis un troisième coup de canon, suivi de plusieurs autres. J'attendis toute la nuit, sans rien voir ni entendre de plus. Au matin, je scrutai l'horizon et découvris le vaisseau brisé sur des rochers, à la pointe même où j'avais failli perdre la vie. Il y avait peu de chances qu'il y eût des rescapés, et j'en fus fort affligé. L'endroit était dangereux, mais je pris toutes les précautions nécessaires et m'aventurai vers le vaisseau dans l'espoir d'y trouver quelqu'un que je pourrais sauver. Hélas, excepté un chien que je ramenais avec moi, il n'y avait rien de vivant dans tout le bâtiment. J'aurais tellement voulu voir au moins un homme sauvé, afin de m'en faire un compagnon. Jamais je n'avais tant langui de la société des hommes. 2 ans s'écoulèrent encore que je vécus dans l'obsession de quitter mon île, ou bien de capturer quelque sauvage, ou mieux encore, de libérer un prisonnier pour partager avec lui ma solitude. L'occasion se présenta enfin. Un matin, je distinguai sur le rivage 6 pirogues. Une trentaine de sauvages dansaient autour d'un feu avec 1000 postures et gesticulations bizarres selon la coutume de leur pays. Je les vis tirer d'une barque 2 misérables pour les mettre en pièces. Ils assommèrent le premier et se jetèrent sur lui tandis que l'autre attendait son tour. Cet instant de liberté lui donna l'espoir de se sauver. Il se mit à courir à toute vitesse dans ma direction, ce qui m'effraya tout d'abord. Par chance, seuls 2 hommes le pourchassèrent. Je saisis mes fusils et me jetai entre les poursuivants et le poursuivi. J'assommai le premier à coups de crosse et tirai sur le deuxième. Le pauvre fuyard en fut saisi. Il avait tout aussi peur de moi que de ceux auxquels il venait d'échapper. Je lui fis signe d'approcher et le rassurai par mes sourires. Il fit enfin quelques pas vers moi, se mit à genoux, baisa la terre et prit un de mes pieds qu'il posa sur sa tête pour me témoigner sans doute son obéissance. Cependant, le sauvage que j'avais assommé s'était relevé, menaçant. Mon captif me fit comprendre par signe qu'il souhaitait m'emprunter mon sabre, ce que je lui accordai. À peine s'en fut-il saisi qu'il trancha la tête de son ennemi d'un seul coup et revint à moi en sautant et en riant pour célébrer son triomphe. C'était la première fois que j'entendais une voix humaine depuis 25 ans. Et j'en fus enchanté. Les sauvages avaient quitté l'île sans plus se soucier de leurs 2 compatriotes ni de leurs prisonniers. Rassuré, mon captif manifesta le désir de manger ses ennemis morts. Comme je lui montrais ma révolte et mon dégoût, il renonça avec beaucoup de soumission. Il me fit comprendre qu'il y avait eu une grande bataille entre leur peuple et le sien, et qu'on avait fait de part et d'autre beaucoup de prisonniers, tous destinés au sort qu'il avait failli subir. Il devait avoir environ 25 ans. Il était adroit et robuste. Il avait un sourire doux. Sa peau, sans être noire, était très sombre. Ses cheveux étaient longs et noirs, mais ils n'étaient pas crépus. Je le nommai Vendredi, en mémoire du jour où je l'avais sauvé, et lui appris très vite à dire son nom, à me nommer maître et à dire oui et non. Comme il était complètement nu, je lui confectionnai un habit de peau de bête semblable au mien, ce qui le rendit très fier. Par prudence, je lui installai une hutte entre mes 2 retranchements. Mais je pus constater très vite que cette précaution était inutile. Jamais homme n'eut un serviteur plus fidèle, plus rempli de candeur et d'amour pour son maître. Il aurait sacrifié sa vie pour sauver la mienne.
J'étais ravi de mon nouveau compagnon. Je me fis un devoir de l'instruire, de lui apprendre à parler, et il fut le meilleur écolier du monde. Sa gaieté était communicative et nos conversations m'enchantaient. Je décidai de le détourner de son appétit cannibale en lui faisant goûter les viandes. Dès qu'il en eut mangé, il me fit comprendre qu'il trouvait cela excellent et qu'il ne toucherait plus jamais à la chair humaine. Durant les mois qui suivirent, je lui enseignai mes connaissances et il me seconda parfaitement en tout avec une bonne volonté et une humeur joyeuse. Mes fusils le terrorisaient car il ne comprenait pas qu'on pût tuer à distance. Je lui fis quelques démonstrations et dès que j'eus pleinement confiance en lui, je lui appris à tirer. De plus, je lui offris un couteau, ce qui lui fit un plaisir extraordinaire. Et je lui fabriquai un ceinturon avec une gaine pour porter une vache. Je racontai à Vendredi mon histoire et comment j'étais arrivé sur l'île. Lorsque je lui montrai les restes de la chaloupe que nous perdîmes lors du naufrage, il me dit « Moi, voir même chaloupe chez ma nation. » De ces explications, je compris qu'un vaisseau européen avait fait naufrage sur ces côtes. La chaloupe pleine d'hommes blancs. Nous, sauver les hommes blancs de noyer et faire frère avec eux. Comme je m'étonnais que son peuple n'eût pas dévoré les naufragés, il dit « Nous, manger les hommes que quand guerre fait battre. » C'est ainsi que je découvris qu'une vingtaine d'Européens vivaient depuis 4 ans dans le pays de Vendredi, face à mon île. Je décidai alors de tenter la traversée pour rejoindre ces étrangers, et nous fabriquâmes un nouveau canot propre à notre voyage. J'enseignai ensuite la manœuvre à mon compagnon, car, quoiqu'il fût parfaitement pagayé, il ne connaissait rien au maniement d'une voile et d'un gouvernail. J'étais alors entré dans la 27e année de mon exil, et j'étais convaincu que ce serait la dernière. Un jour, que j'étais occupé à rassembler les provisions nécessaires pour notre voyage, Vendredi arriva en courant hors d'haleine. « Maître, maître, oh douleur, oh mauvais !»« Qu'y a-t-il, Vendredi ?»« Là-bas, 1, 2, 3 canots !» Le pauvre garçon était persuadé que les sauvages étaient venus exprès pour le dévorer. « Courage, Vendredi, je suis dans un aussi grand danger que toi. S'ils nous attrapent, ils n'épargneront pas plus ma chair que la tienne. Il faut donc nous résoudre à les combattre. Peux-tu te battre? Moi, tirer, mais là venir plusieurs, grand nombre. Peu importe. Nos armes à feu effraieront ceux qu'elles ne tueront pas. Je suis résolu à risquer ma vie pour toi, pourvu que tu m'en promettes autant et que tu suives mes ordres. Oui, moi, mourir quand maître ordonne mourir. Là-dessus, je lui fis boire un coup de rhum pour lui donner du courage, et nous prîmes les armes nécessaires. Une vingtaine de sauvages étaient en train de festoyer. À quelques pas, un prisonnier de race blanche était ligoté. Vendredi me dit que c'était un des hommes qui était arrivé dans son pays avec une chaloupe. 2 sauvages allèrent lui délier les pieds. Il n'y avait plus un instant à perdre. Vendredi, fais exactement comme moi. Je mis en joue, et il fit de même. Feu! Vendredi en tua 2 et en blessa 3, tandis que j'en blessais 2 et n'en tuais qu'un seul. Les sauvages étaient paniqués et couraient de tous côtés. Nous continuâmes le tir et beaucoup tombèrent sous le feu. Alors, nous sortîmes de notre embuscade en poussant un grand cri. Quelques-uns s'élancèrent vers les pirogues, mais Vendredi les poursuivit et les tua, tandis que je libérais le prisonnier de ses liens. Celui-ci me dit d'une voix faible qu'il était chrétien, et je lui fis boire du rhum pour le revivifier. Puis, je lui donnai une arme, et il se battit à mes côtés. Après les avoir tous tués, nous eûmes la surprise de découvrir un pauvre sauvage ligoté dans une pirogue. Il était terrorisé et très affaibli. Je fus étonné de voir Vendredi l'embrasser, pleurer, rire, sauter, danser autour de lui. Lorsqu'il retrouva son calme, il me dit enfin que ce sauvage était son père
et leur retrouvaille m'émurent jusqu'aux larmes. Après quelques jours, nos rescapés avaient repris des forces. L'homme de race blanche était un Espagnol et il me confirma ce que Vendredi m'avait raconté sur son naufrage. Comme j'envisageais notre voyage vers le continent, où le père de Vendredi m'assurait que je serais bien reçu par sa nation, l'Espagnol m'en dissuada. Avec ses 16 compagnons, il vivait en paix avec les sauvages, mais avait à peine de quoi ne pas mourir de faim. Je lui demandai alors s'ils accepteraient de venir tous dans mon île, afin qu'étant réunis, nous soit plus facile de travailler à notre délivrance commune. Il fut décidé qu'il partirait seul avec le vieux sauvage pour leur faire part de mon intention et obtenir d'eux l'engagement de me reconnaître pour chef tant que nous resterions isolés du monde. Il fallait prévoir de quoi nourrir les nouveaux venus. Aussi, l'Espagnol et le père de Vendredi restèrent avec nous quelques mois pour m'aider à augmenter mes cultures et mon élevage. Après quoi, ils reprirent la mer. J'attendais le retour de mes nouveaux amis d'infortune, lorsqu'un matin, Vendredi me réveilla. « Maître, ils sont venus ! » Une chaloupe avec une voile triangulaire faisait route vers mon île, mais elle ne venait pas du côté prévu. Ce n'étaient donc pas ceux que nous attendions. Nous restâmes cachés et j'observais les visiteurs à la lunette. Au loin, je vis clairement un vaisseau à l'ancre. Il était anglais. 11 hommes débarquèrent sur la plage. 3 étaient sans armes et ligotés. « Oh, maître, homme anglais, mangés prisonniers comme hommes sauvages. »« Non, Vendredi. Je crains seulement qu'ils ne les tuent. Mais sois sûr qu'ils ne les mangeront pas. » Laissant leurs prisonniers sur la plage, les matelots partirent à la découverte de l'île. Sans même songer à s'enfuir, les 3 hommes s'assirent sur le sable avec un air pensif et désespéré. Je préparai mes armes et m'approchai d'eux. Leur premier réflexe fut de fuir, mais je les rassurai et leur offris mon aide. L'homme qui me répondit était le capitaine du vaisseau. Il était accompagné de son second et d'un passager. Les matelots s'étaient mutinés et avaient décidé de les abandonner sur cette île. Le capitaine ne voulait pas répandre le sang. Il était sûr que si nous neutralisions les chefs de la mutinerie, qui étaient de véritables scélérats, les autres matelots retourneraient facilement à leur devoir. Les mutins s'étaient endormis dans les bois. Je confiai des armes aux 3 Anglais et le capitaine s'avança en tête. Il ne voulait viser que les meneurs. Il en tua un et blessa grièvement l'autre. Réveillés par l'assaut, affolés, les matelots demandèrent grâce et j'exigeais qu'ils soient ligotés tant qu'ils seraient à terre. Il y avait encore des hommes à bord et il nous fallait maintenant songer aux moyens de nous rendre maîtres du navire. Un coup de canon tonna et le vaisseau fit le signal pour le retour de la chaloupe. Ne voyant rien venir, il multiplia les signaux et les coups de canon, puis envoya une nouvelle chaloupe sur l'île. Il y avait à bord 10 hommes armés. Le capitaine observa l'équipage à la lunette et me dit qu'à part 3 bons garçons, les autres étaient dangereux. Nous avions gardé avec nous 2 des mutins qui nous avaient juré fidélité et emprisonné les autres. Nous étions donc 7 contre 10. Découvrant la première embarcation abandonnée, les mutins furent inquiets. Ils poussèrent de grands cris pour appeler leurs compagnons, firent une décharge générale de leurs armes, mais en vain. Ils allaient repartir, ruinant tous nos espoirs de récupérer le vaisseau, lorsque j'eus l'idée d'un stratagème. J'ordonnai au second et à Vendredi de grimper sur la colline et de pousser des cris, puis de continuer ce manège de colline en colline afin d'attirer ces bandits dans les bois. Mon plan réussit. 8 mutins se lancèrent à leur recherche, tandis que 2 autres gardaient la chaloupe. Il nous fut aisé de les neutraliser. Le premier fut tué à coups de crosse, tandis que le deuxième passait dans notre camp. À la tombée du jour, les 8 matelots revinrent bredouilles, épuisés par la balade que leur avaient fait faire mes 2 compagnons.
Nous les attendions en embuscade, et nous n'eûmes à en tuer qu'un seul pour que tous les autres demandent grâce et se repentent. Il ne restait plus au capitaine qu'à récupérer son vaisseau. À minuit, il prit ses hommes et les 2 chaloupes s'approchèrent du bâtiment. Il ordonna à un de ses matelots de crier qu'ils amenaient la première chaloupe avec son équipage et qu'ils avaient mis longtemps avant de les trouver. On les laissa donc aborder et ils vinrent rapidement au bout des derniers mutins. Lorsque le capitaine revint à terre, il me serra dans ses bras. « Mon cher ami et libérateur, voilà votre vaisseau. Il vous appartient ainsi que nous et tout ce que nous possédons. » J'étais ému et je pleurais. Je l'embrassai à mon tour comme mon sauveur, en lui disant que je le considérais comme un envoyé du ciel et que toute cette aventure me semblait gouvernée par la Providence. Le capitaine accorda sa clémence à la majorité des matelots en échange de leurs promesses de fidélité. Pour ce qui est des 4 plus rebelles, nous leur fîmes une proposition. Soit les ramener en Angleterre et les livrer à la justice, soit les autoriser à demeurer sur l'île et leur enseigner tout ce qui serait nécessaire à leur survie. Ils choisirent bien sûr la deuxième solution, et j'employai mes derniers jours sur l'île à leur montrer tout ce que j'avais créé et appris. Je leur laissai également une lettre qu'ils devraient remettre aux Espagnols si jamais ils débarquaient, et leur fis promettre de fraterniser avec eux. Je dis adieu à mon domaine et pris mon perroquet. Vendredi, qui m'était très attaché, embarqua avec nous. C'est ainsi que j'abandonnai mon île le 19 décembre de l'an 1686, après un séjour de 28 ans, 2 mois et 19 jours. Mon voyage fut heureux et j'arrivai en Angleterre le 11 juin de l'an 1687, après avoir vécu hors de ma patrie pendant 35 années.